C'est le deuxième rassemblement de gilets jaunes dans l'ouest parisien. 4600 policiers et gendarmes sont mobilisés. Feux, barricades, voitures qui brûlent, monuments dégradés, la manifestation prend rapidement une tournure violente. Le ministre de l'Intérieur l'avoue quelques jours plus tard, les forces de l'ordre ont été dépassées. On voit qu'on a des doctrines qui ne sont plus qui n'ont plus adaptées à la réalité des violences dont on fait l'objet. Alors pourquoi est-il parfois difficile de maintenir l'ordre pendant des manifestations ? L'ordre dans la rue a toujours été une préoccupation des pouvoirs en place. Si l'on remonte au début du 19e siècle, le maintien de l'ordre est géré par la population elle-même. C'est la garde nationale. Chaque Français volontaire, moyennant un franc d'impôt, peut s'équiper et en faire partie. Mais la garde nationale a ses limites. C'est un maintien de l'ordre assez particulier, puisqu'il y a toujours la possibilité que ces citoyens, finalement, considèrent que la légitimité, elle est plus du côté du désordre que de l'ordre, et à plusieurs reprises dans l'histoire, ils passent d'un côté de la barricade à l'autre. C'est le cas pendant la Commune de Paris en 1871, quand des gardes nationaux anarchistes se retournent contre le gouvernement. L'année suivante, le pouvoir décide donc de supprimer la garde nationale et fait appel à l'armée. Mais là aussi, il y a des inconvénients. Le problème de l'utilisation de l'armée dans le maintien de l'ordre, c'est qu'ils sont très très mal équipés pour ça. Un fusil, une baïonnette, ils reçoivent des pavés, des projectiles, des colibets, des crachats, etc. Et comme il est contraire à l'honneur de l'armée de quitter le terrain et de se replier, ils n'ont qu'un moyen, c'est de tirer. Leurs interventions sont donc souvent sanglantes, comme à Fourmies le 1er mai 1891. Dans cette vieille cité industrielle du nord de la France, les ouvriers des usines textiles manifestent pour obtenir la journée de 8 heures et la hausse des salaires. Mais rapidement, le face-à-face avec l'armée dérape. Il y a 9 morts et 35 blessés, dont des enfants et des femmes. Un bain de sang qui créera l'émotion dans tout le pays. Réquisitionner les troupes, c'est aussi prendre le risque de désorganiser l'armée sur le terrain, alors que le pays est en pleine crise avec l'Allemagne. La Première Guerre mondiale va rebattre les cartes. Après les sacrifices de 14-18, il n'est plus possible d'utiliser l'armée pour ce qu'on voyait comme de la sale besogne. Le colonel Plick, premier directeur de la gendarmerie, propose donc de créer une force spéciale dédiée au maintien de l'ordre. L'idée est adoptée sans débat et en toute urgence par l'Assemblée nationale en 1921. Ces pelotons de gendarmerie sont rebaptisés 5 ans plus tard gardes républicaines mobiles. Leur objectif prioritaire, la désescalade de la violence. C'est d'abord considérer que les manifestants ne sont pas des ennemis, ne sont pas des trublions, etc. Ce sont des citoyens momentanément en colère. Donc l'idée, ça va être de laisser se dérouler les manifestations, mais en les canalisant, avec une règle absolue, c'est qu'il faut plutôt agresser les sens que les corps. Ménager des portes de sortie aux manifestants, ne pas aller à leur contact, diviser les cortèges ou graduer les interventions. Voici en gros les bases du maintien de l'ordre à la française. Une pratique théorisée dès la fin du XIXe siècle par le préfet de Paris, Louis Lépine. Après la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle crée une autre force pour appuyer les gendarmes mobiles. Ce sont les CRS. CRS pour Compagnie républicaine de sécurité. Au total aujourd'hui, les gendarmes mobiles et les CRS représentent environ 26 600 hommes répartis sur tout le territoire. Et depuis même 1968, ils sont dotés d'un équipement adéquat. Casque enveloppant, visière, bouclier, uniforme plus pratique, la panoplie se complète avec l'évolution des manifestations. Et le maintien de l'ordre à la française devient une référence dans le monde. Et puis, il y a ça. Manifestation contre la loi travail, rassemblement de nuit debout, rencontre entre supporters en marge de l'Euro de football. Lors de récentes manifestations, les techniques habituelles du maintien de l'ordre ont semblé inadaptées. Cela s'explique d'abord côté manifestants.
Chaque manifestation classique doit être déclarée. Dès lors, les forces de l'ordre négocient en amont avec les organisateurs pour prévoir avec eux le déroulement du cortège. On appelle cela une gestion négociée du maintien de l'ordre. Lorsqu'il s'agit de cortèges syndicaux ou de manifestations classiques, c'est possible. Mais lorsque les mouvements sont spontanés et que les participants rejettent l'ordre établi, c'est plus compliqué. Si on défend un modèle de démocratie immédiate, de démocratie plébiscitaire, où la rue a la parole, où le principe est d'engager une conversation immédiate avec les représentants du pouvoir, droit dans les yeux, filmé en vidéo, etc., effectivement, l'idée d'aller négocier le maintien de l'ordre ne fait pas sens. Même chose lorsque des casseurs s'imposent en début de cortège, comme lors des manifestations contre la loi travail en 2016, ou quand des affrontements ont lieu, comme dans des quartiers sensibles en 2005, ou dans des ZAD en 2018. Autre difficulté pour les forces de l'ordre, la mobilité des manifestants. Aujourd'hui, les manifestants se déplacent en petits groupes, ça n'est plus le grand cortège comme avant, et très simplement, le téléphone mobile, les réseaux sociaux permettent de se déplacer extrêmement facilement. Maintenant, en 1968, on avait déjà le phénomène avec Europe 1 qui était en direct. C'était la première radio qui était en direct sur les barricades, et ça a beaucoup joué. Donc le phénomène n'est pas tout à fait nouveau, mais il est amplifié. Alors, qu'en est-il du côté des forces de l'ordre ? À la base, leurs interventions doivent être distanciées et graduées. Sur le terrain, voilà comment cela s'organise. Ce schéma est tiré d'un rapport parlementaire de 2015. Il montre les 4 types d'actions possibles des forces de l'ordre. C'est ce qu'on appelle le principe de gradation. On a des techniques des barrages fermes, où les collègues gardent position pour pas que les gens avancent. Ensuite, on peut évoluer par des petits bonds offensifs pour faire reculer les gens, petit à petit, en lançant des grenades. Ensuite, il y a la charge, pour en parler, qui est un peu plus violente et qui permet de dégager la rue, soit d'interpeller ou de faire évacuer les gens. On peut aussi mettre à notre disposition des engins lanceurs d'eau, qui sont très efficaces, qui permettent d'avoir moins de blessés chez nous et chez les manifestants. En théorie, ces interventions répondent au principe de désescalade et de mise à distance des manifestants. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. D'abord car les forces de l'ordre ont souvent une mauvaise conception de la foule. À l'école, CRS et gendarmes mobiles sont formés selon une doctrine héritée du 19e siècle, celle d'un sociopsychologue, Gustave Le Bon. Pour M. Le Bon, une foule de manifestants est par essence homogène et indivisible. Elle n'agit que sous l'impulsion d'un leader. Sauf qu'aujourd'hui, les manifestants ont des profils très variés et ne défendent pas tous les mêmes causes. C'est finalement en étant traités comme un bloc homogène qu'ils risquent de s'unir contre leur ennemi commun du moment, les forces de l'ordre. Un des effets de cette appréhension unitaire de la foule a été, au fond, d'accroître le potentiel violent des manifestants. Autre problème, l'ajout ponctuel de forces mobiles non spécialisées en civil qui peuvent fragiliser le dispositif de maintien de l'ordre. D'un côté, les services spécialisés dans le maintien de l'ordre, type CRS ou gendarmes mobiles, voient l'arrivée de ces groupes d'un bon œil parce que cela leur permet de se décharger du travail d'interpellation. Mais dans le même temps, ce sont des policiers qui ne sont pas du tout formés au maintien de l'ordre, qui ne travaillent pas de manière aussi collective que les CRS et les gendarmes mobiles. Et donc leurs interventions, leur contact physique peut parfois être plus difficile lorsqu'une charge s'opère et qu'ils cherchent à aller interpeller. Enfin, l'omniprésence du politique dans la gestion des forces de l'ordre est une exception française qui peut avoir des inconvénients. On est toujours mis à disposition du préfet et ensuite nous avons des commissaires à la tête qui décident. Et c'est toujours difficile entre les carrières de chacun et les décisions politiques d'avoir des décisions rapides. Des fois on pourrait éteindre des violences qui démarrent très vite, sauf que comme il n'y a pas de décision prise, ça s'éternise. Sur le terrain, toutes ces limites peuvent parfois avoir des conséquences graves, notamment à cause de l'utilisation d'armes comme les flashballs ou les grenades GLI F4, des grenades lacrymogènes contenant une charge de TNT. Ces armes à la base non létales peuvent en effet provoquer des blessures graves
si elles sont mal utilisées. L'utilisation des grenades a d'ailleurs été reconnue comme dangereuse par la police des polices en 2014 et qualifiée de problématique par le défenseur des droits en 2018. Réagir avec une militarisation, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est penser très très court terme. Car les dégâts entre le peuple et la police, à mon avis, les séquelles, en dehors des séquelles physiques, vont rester très très longtemps ouvertes. À titre d'exemple, pour la seule journée du 1er décembre, 339 grenades GLI-F4 ont été lancées et depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, une vingtaine d'enquêtes ont été ouvertes pour violences policières. Depuis 2016, la préfecture de police de Paris tente de faire évoluer ses techniques de maintien de l'ordre. En amont, les services de renseignement sont mis à contribution pour anticiper d'éventuels débordements et des mesures passives sont aussi déployées sur le terrain, comme le blocage des rues par des barrières mobiles, le retrait de matériel pouvant servir de projectiles, la protection des vitrines ou les fouilles. Pour mieux communiquer avec les manifestants, des mégaphones très puissants ou des panneaux lumineux sont également à l'étude, comme en Allemagne.